Est-ce que vous êtes intelligent? De nos jours, on voit partout des tests de QI, des évaluations en ligne qui prétendent mesurer et résumer votre intelligence en un chiffre. Mais est-ce que ces fameux tests de QI sont vraiment fiables ou sont-ils juste une façon de nous donner une illusion de grandeur? Et puis, qu'est-ce que l'intelligence au fond? Est-ce que c'est une capacité universelle ou un ensemble de talents spécifiques? Peut-on vraiment définir un concept aussi vaste? Pour démêler tout ça, Nicolas Gauvry, mathématicien spécialisé en sciences cognitives et en psychologie, sera notre invité du jour sur Omniscience. Bonjour Nicolas Gauvry. Bonjour. On est très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Donc, vous êtes enseignant-chercheur en sciences cognitives. Donc, avec vous, on va pouvoir parler un petit peu de l'intelligence, du QI, parce que c'est vrai qu'on voit pulluler de plus en plus sur Internet des tests pour mesurer son intelligence. Beaucoup de gens se demandent un petit peu si ces tests sont fiables. Donc voilà, on va rentrer un petit peu dans le détail, essayer de comprendre et pouvoir en parler ensemble. Donc déjà, la première question, c'est comment est-ce qu'on pourrait définir l'intelligence? Parce que on on sent intuitivement que, des fois, certaines personnes ont l'air de penser plus vite ou de réussir des choses que d'autres n'arrivent pas à faire. Donc on sent qu'il peut y avoir des différences entre certains individus, qu'on appelle, intelligence. Comment est-ce qu'on peut le définir, en fait? Ah bah, déjà, c'est bien que vous commenciez comme ça parce que l'intelligence, effectivement, c'est quelque chose qui relève de ce qu'on appelle la psychologie différentielle, qui étudie non pas ce que les humains ont en commun, mais ce qu'ils ont de différent. D'accord. Ce Une grosse part de la psychologie étudie ce que tout le monde fait, donc ce qu'on a vraiment de commun. Et puis il y a, par exemple, une partie qui étudie la personnalité, donc qui fait la différence entre un individu et un autre. Et l'intelligence aussi, ça fait partie de ces différences. Donc il y a des niveaux d'intelligence. Enfin des niveaux selon le QI en tout cas, bon, D'accord. je vais détailler un peu. Alors l'intelligence, comment les gens le comprennent intuitivement? Heu, Déjà quand on essaye de savoir ce que les gens appellent intelligence, juste dans la rue, les gens Mmh. dans la rue. Il y en a pas 2 qui sont d'accord et quand on essaye de creuser un peu, en fait, eux-mêmes savent pas exactement ce qu'ils appellent l'intelligence. Quand on demande, je sais pas, on peut donner des exemples de comportements et demander: «Est-ce que ce comportement est la preuve de l'intelligence?» par exemple. Je sais pas, aider quelqu'un par exemple, est-ce que c'est une preuve d'intelligence? En général, en Europe, on considère que non, ça a rien à voir avec l'intelligence, mais dans des études qui ont été faites par exemple en Afrique, beaucoup de gens disent oui. Pour eux, c'est une preuve d'intelligence Ah d'aider OK. les autres et d'avoir des comportements prosociaux. Donc bref, dans le sens général, il n'y a pas vraiment de définition, ça varie d'un individu à l'autre, mais ça reste toujours vague. Chez les chercheurs, c'est comme s'il y avait eu 2 courants assez différents et il y a des théoriciens qui cherchent à donner une définition générale et théorique de l'intelligence, qui sont pas d'accord non plus, mais il y a quand même des choses qui ressortent, hein. Il y a des choses qui ressortent comme, les capacités d'adaptation, être capable de s'adapter, Ouais. ça revient tout le temps dans les définitions de l'intelligence. Il y a aussi résoudre des problèmes nouveaux qu'on n'a pas déjà rencontrés avant. Il y a être capable de comprendre des choses complexes, par exemple, ça aussi, ça fait à peu près toujours partie de l'intelligence. Donc on retrouve quand même un noyau, mais dans ce courant de recherche théorique sur l'intelligence, il y a quand même pas vraiment de consensus et il y a des définitions un peu, étonnantes, comme on parlait d'informatique là, par exemple. Ouais. Une définition qui pourrait s'appliquer à la fois aux humains et aux machines, ce serait l'intelligence, c'est la capacité de compression. C'est-à-dire la Ah! capacité à réduire une base de données, par exemple, pour que ça prenne moins de place en mémoire sans perte d'informations. OK. Alors ça s'applique aux machines, évidemment, et ça pourrait s'appliquer aux humains parce qu'on peut dire que comprendre quelque chose, c'est être capable de le redire de manière plus courte et que ça prenne moins de place, donc simplifié en quelque sorte, mais sans perdre d'informations. Donc ce serait aussi une définition possible qui a été proposée, mais voilà, c'est pas celle qui est la plus utilisée. Donc il y a ce premier champ là où les gens ne sont pas d'accord. Et puis il y a des gens qui ont travaillé sur, l'intelligence, mais avec comme objectif de la mesurer. Mmh. Et là, par contre, il y a vraiment un consensus et donc on arrive vraiment à une définition de l'intelligence qui est une définition un peu statistique. Alors tout part du constat que quand on regarde plein de petites épreuves qu'on peut faire passer, donc par exemple un test de mémoire à court terme, je vous donne une liste de chiffres ou de lettres et vous devez les répéter juste après, ou des épreuves de vitesse,
de faire des choses pas très folichonnes, mais le plus vite possible. Des petits raisonnements, des calculs, arithmétiques de base, résoudre des puzzles et cetera. C'est plein de choses un peu différentes, même le vocabulaire aussi. C'est plein de petites épreuves qui, a priori, sont très différentes, mais on s'aperçoit qu'en fait, elles sont toutes liées dans le sens où, statistiquement, ceux qui réussissent bien à une des épreuves ont tendance à réussir à toutes. Ceux qui ratent à une des épreuves ont tendance à rater à toutes. Et donc ça laisse penser qu'il doit y avoir quelque chose derrière. Et c'est ça qu'on appelle intelligence dans ce courant de recherche. Donc en gros, c'est une sorte de moyenne. Des fois, on utilise le mot, alors on utilise l'expression facteur G pour dire facteur général d'intelligence. Des fois, on utilise l'expression puissance mentale pour dire à quel point on est rapide, efficace, etc. Voilà. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle très souvent en recherche l'intelligence. Et c'est ça qu'on essaye de mesurer avec le QI, quotient intellectuel. Donc c'est des listes. Quand on passe un test de QI, en fait, on fait plein de petits exercices qui relèvent des différents champs, des différents domaines dont on a vu qu'ils étaient liés pour faire une sorte de moyenne. Mmh. On peut prendre une image pour bien comprendre ce que c'est, et en plus qui est légitime, hein, ça ressemble vraiment à ça. Si on imagine qu'on a tous les résultats scolaires des élèves, on peut regarder si oui ou non c'est corrélé. C'est-à-dire, est-ce que ceux qui sont bons en maths ont tendance à être bons aussi en français, en anglais, en dessin, peu importe. Ou est-ce que c'est indépendant, ou est-ce qu'au contraire c'est corrélé négativement. En fait, tout est possible en théorie. Il se pourrait qu'il y ait des gens plus matheux et qui en général sont pas bons en français, et d'autres plus littéraires qui en général sont pas bons en maths. Mais c'est pas ce qu'on observe. En fait, la tendance générale, c'est que il y a des élèves qui sont plutôt bons dans toutes les matières, d'autres qui sont plutôt moyens dans toutes les matières, d'autres qui sont plutôt mauvais dans toutes les matières. Donc il y a un lien statistique, exactement comme j'ai dit pour l'intelligence. Et donc ça laisse penser qu'il doit y avoir quelque chose de commun derrière, qu'on pourrait appeler les compétences scolaires générales, si on veut, pour reprendre le facteur G. Et si on veut mesurer ces compétences scolaires générales, le mieux qu'on puisse faire, c'est de prendre toutes les notes, plein de disciplines, puis de faire la moyenne. Voilà, donc la moyenne, c'est la moyenne scolaire, ça correspond à... C'est vraiment l'équivalent, hein, c'est vraiment une analogie, ça correspond vraiment à ça. OK. Et donc voilà, ça, c'est ce qui est le plus utilisé en recherche comme définition d'intelligence, c'est le facteur G, ou puissance mentale, qu'on essaye de mesurer avec les tests de QI. Parce qu'en moyenne, effectivement, donc il y a les bons élèves qui ont tendance à être, plus ou moins bons partout, ceux qui le sont un peu moins bons et moyennement, voilà. Par contre, il y a aussi des élèves qui sont très bons dans certains domaines et qui sont moins bons dans d'autres. Du coup, si on fait leur moyenne, donc on a une moyenne qui est moyenne justement, mais est-ce que ça reflète vraiment le niveau de l'élève? Non, c'est une mauvaise description pour certains, parce qu'effectivement, il y a des différences. En gros, l'idée qu'il y a, si on continue avec les connaissances scolaires, l'idée qu'il y a, c'est que chaque élève aurait, d'une part, une compétence scolaire générale, qui peut être plus ou moins élevée, et après, d'autre part, des compétences particulières, qui font qu'il n'a pas effectivement les mêmes notes dans toutes les disciplines. Et donc, quelqu'un qui a 16 partout de moyenne et qu'on décrit comme très bon élève, c'est un bon résumé de ce qu'il fait. Mmh. Par contre, effectivement, quelqu'un qui aurait 20 en maths et 0 en français et que ça fait 10 de moyenne, si on dit il est moyen parce qu'il a 10 de moyenne, ça résume très mal son fonctionnement, et donc c'est un mauvais résumé pour lui. Alors ça ne veut pas dire que le concept est invalidé par ça, mais ça veut dire que pour une personne particulière, c'est exactement pareil pour le QI. Et je vais pouvoir préciser juste après. Pour certaines personnes en particulier, juste connaître son QI ou sa moyenne scolaire, en fait, c'est pas informatif, c'est-à-dire que ça décrit très mal la personne. Souvent, les psychologues disent que quand il y a beaucoup de différences entre les différentes épreuves au test de QI, on ne peut pas, entre guillemets, parce qu'en fait on peut, mais Mmh. on ne peut pas calculer le QI total qui est une sorte de moyenne. Ah, En fait, on peut le calculer, mais ça n'a aucun sens. d'accord. Voilà, ce serait comme dire à quelqu'un, encore une fois, hein, qui a 20 en maths, 0 en français, élève moyen. Évidemment, ça... Ouais. Et donc, de la même manière, dans les tests de QI, il y a des tests, par exemple, de mémoire, de vitesse et de raisonnement et de concept, vocabulaire. Quelqu'un qui a une excellente mémoire et qui est très lent et qui obtient un QI moyen, c'est un peu absurde de lui dire bah, vous êtes dans la norme. Il n'est pas du tout dans la norme. Il a une très bonne mémoire et il est très lent. Et si on veut le décrire correctement, on est obligé de passer par ces différentes composantes. OK. Et
À quoi ça sert du coup de faire un test de QI? Est-ce que par exemple, pour un adulte qui a peut-être 30 ans, 40 ans, est-ce que ça a du sens de faire un test de QI? Alors souvent, on utilise les tests de QI. Bon, déjà, c'est souvent plus intéressant pour les plus jeunes que Mmh. chez les adultes, mais assez souvent, on l'utilise simplement pour, quand il y a un problème, pour savoir si le problème vient d'une déficience générale ou quelque chose de particulier. Par exemple, un élève qui a de grosses difficultés de compréhension, ça peut être quelque chose de spécifique. Il peut être, je sais pas, dyslexique, peut-être qui voit mal aussi, ça arrive. Et mais ça paraît absurde, mais parfois on se rend compte assez tard que des élèves voient mal et au départ les enseignants disent: «Il comprend rien» et c'est juste Ah parce qu'il oui, n'arrive pas à lire au tableau. ouais. Bon, ça se teste indépendamment de ça. Mais voilà, par exemple, quelqu'un qui a des difficultés de compréhension en lecture, on peut se dire peut-être qu'il est dyslexique, mais peut-être que c'est quelque chose de plus général. Si on fait passer un test de QI, c'est pour savoir si le QI est très bas, bah, c'est peut-être un déficit général Mmh. et par contre, s'il a un QI ordinaire ou dans la moyenne ou au-dessus, bah, on se dit: «Non, c'est spécifique peut-être à la lecture» et donc ça oriente plus vers une dyslexie. Donc c'est plutôt pour avoir, cette vision-là, savoir s'il y a un problème général ou pas. Après moi, j'ai plus travaillé du côté, des grands QI avec le haut Ouais, potentiel et ça peut avoir un intérêt, par exemple, chez les adultes, souvent ce qui se passe, c'est quand un adulte, entend parler du haut potentiel, typiquement parce que ses enfants ont été détectés au potentiel et qui se demande s'il ne l'est pas aussi. Ça peut éclairer certains choix de vie, par exemple, on peut avoir, envie de changer de boulot, on se sent pas à l'aise dans ce qu'on fait. Savoir si on a un QI très élevé ou pas, ça peut justifier, aider à mmh. choisir le type de métier qu'on pourrait faire, et les raisons aussi du décalage. Souvent les personnes qui ont des QI très élevés se sentent un peu décalés par rapport aux autres, ils ont l'impression d'être différents et bah, ça peut être, on peut se sentir différent pour, 10 000 raisons évidemment. Mais donc ça peut être pour ça et ça permet de savoir si c'est ça ou pas. Donc, voilà, c'est plutôt pour des questions personnelles. Quand c'est pas dans le cadre d'un diagnostic, c'est plutôt simplement pour des choix personnels, envie de se connaître, des choses comme ça. D'accord, donc si jamais il y a des personnes qui voudraient faire un test de QI, mais sans raison, supplémentaire à part celle de pouvoir savoir, si à quel niveau se situer. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible ou au contraire, c'est quelque chose que Alors en général, si on fait les choses correctement, d'abord le test de QI validé, on peut le faire qu'avec un professionnel. d'accord, Il n'est pas accessible et on ne peut l'acheter que si on est psychologue, praticien. mmh, Hem Et ça se passe comme ça, normalement, on va voir un psychologue et on lui dit qu'on a envie de connaître son QI et il y a une première séance juste pour savoir pourquoi on a envie de savoir, ah! parce que c'est pas automatique et normalement, un psychologue peut refuser de faire passer un test de QI D'accord, et juste la curiosité, c'est pas forcément une bonne raison. d'accord. Et alors une des raisons, donc si on fait le lien avec le haut potentiel, une des raisons pour lesquelles c'est pas forcément bien de passer un test de QI, c'est que si on apprend qu'on est à haut potentiel ou qu'on n'est pas à haut potentiel, ça peut avoir des répercussions quand même personnelles importantes. Typiquement, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont à haut potentiel, qui sont très intelligents parce qu'ils se sentent différents, parce qu'ils ont des difficultés sociales qui en fait n'ont rien à voir avec l'intelligence. Et donc ils pensent qu'ils sont à haut potentiel. Et pour certains, ça fait 10 ou 20 ans qu'ils expliquent toutes leurs difficultés par le haut potentiel. Donc, voilà, Mmh, ils n'arrivent pas à construire un couple stable, c'est parce qu'ils sont trop intelligents pour les autres. Les gens les détestent, c'est parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont trop intelligents. mmh, Et quand on se construit comme ça, si brutalement on découvre qu'en fait on a juste une intelligence dans la norme, bah, ça peut être complètement déstabilisant. Il y a des gens pour qui c'est un vrai drame personnel, donc les psychologues font pas ça à la légère. mmh. Et à l'inverse, des gens qui pensaient pas qu'ils étaient au potentiel et qui apprennent qu'ils sont au potentiel, parfois se mettent, alors soit, ça on peut avoir plein de réactions différentes, hein. On peut devenir très prétentieux, on peut pour certains, penser que c'est dramatique parce qu'on a lu partout que le haut potentiel était lié à plein de problèmes, ce qui n'est pas vrai, mais ce qu'on peut lire quand même partout. Hem, ou on peut se dire que finalement on n'a pas le métier qu'il faut parce qu'on devrait être, on Mmh. devrait avoir le prix Nobel puisqu'on est au potentiel. Bon, ça ferait beaucoup de prix Nobel quand même sur terre, mais donc
Bah, c'est pas anodin, donc normalement, les psychologues le font pas passer comme ça, juste par curiosité. Il faut qu'il y ait une vraie raison et donc si vous allez voir un professionnel, bien formé, normalement, il y a un premier entretien, toute une séance donc pour savoir pourquoi vous posez la question, qu'est-ce que ça vous fait si vous apprenez que vous êtes dans la norme, en dessous, au-dessus et cetera. Mmh. Par rapport au HPI, donc, heu, on l'a abordé il y a quelques instants, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup d'idées reçues sur les HPI, comme, le fait qu'ils seraient éventuellement, associables, toujours dans leur coin, un peu étranges par rapport aux autres. Est-ce que c'est des choses qu'on vérifie? Est-ce que c'est des choses qui se voient statistiquement ou c'est des idées reçues? Pour, à peu près tous les toutes les idées reçues, enfin idées fréquentes, on va dire, négatives, en fait, c'est faux et on sait que c'est faux parce qu'il y a des études à très grande échelle maintenant, donc voilà. Pour donner une des dernières études à laquelle j'ai eu la chance de j'ai pas participé au recueil de données, mais j'ai eu la chance de participer à l'analyse des données. Ça portait au total sur 250 000 personnes dans la population générale en Angleterre, pour lesquelles on a plein de données, heu, y compris on a pu calculer un quotient intellectuel, donc on sait qui est au potentiel, qui l'est pas et donc on voit vraiment les choses de manière assez claire et il y a à peu près aucun trouble qu'on retrouve plus chez les HP. Ils sont pas plus isolés, heu alors ce qui est vrai, c'est qu'ils sont plus souvent myopes, ça oui, qu'ils ont alors ce qui OK. ressort, hein, dans dans les choses pas positives si on veut, ils sont plus souvent myopes, ils ont eu plus souvent une expérience homosexuelle dans leur vie et ils ont plus souvent essayé le cannabis. Au moins une fois, mais ils sont plutôt moins addicts par contre, D'accord. et même ça, en fait, ça peut s'expliquer la myopie, ça peut s'expliquer par le fait que peut-être ils ont fait plus d'études en moyenne que les autres. Ouais. Et puis quant aux expériences, avec le cannabis et l'expérience homosexuelle, ça peut s'expliquer aussi par un trait de personnalité qui est le seul qu'on retrouve tout le temps chez les hauts potentiels, c'est qu'ils sont plus ouverts, c'est-à-dire l'ouverture au sens, en psychologie, ça veut dire la curiosité, l'envie de découvrir de nouvelles choses et cetera. Voilà et à part ça, ils sont plutôt mieux lotis que les autres pour à peu près tous les troubles, mais en fait, il y a assez peu de différences. Par exemple, quelque chose qui m'a étonné moi, c'est qu'ils ont plutôt moins de troubles de l'attention que les autres. Ce qui alors ça qu'ils en aient moins, ça m'étonne pas du tout parce que le trouble de l'attention, c'est pas bon pour réussir les tests de QI, mais en fait, c'est pas tellement moins finalement et il y a pas énormément de différence et encore une fois, quand on regarde sur la personnalité, il y a que l'ouverture vraiment qui ressort. Et après, il y a certains traits assez spécifiques, mais qui s'expliquent très bien comme le perfectionnisme positif qui est la version, heu, la bonne version du perfectionnisme. C'est-à-dire qui est c'est la tendance à se fixer soi-même des standards assez hauts, donc d'être Mmh. exigeant avec soi-même. Mais bon, ça s'explique simplement par le fait qu'on est capable de réaliser des choses, quand on a haut potentiel et voilà. Mais sinon, les différences sont étonnamment faibles et pas du tout en défaveur des hauts potentiels, donc tout ce qui est social et cetera, c'est vraiment pas vérifié. Une des raisons peut-être pour lesquelles ce genre d'idée perdure, c'est qu'il y a des associations qui regroupent des personnes à haut potentiel et quand on fait des études dans ces associations, par contre, on trouve Ah. plus de difficultés, plus de troubles, d'isolement et cetera et on peut expliquer ça simplement par le fait que quand on est au potentiel, si tout va bien, on va pas spécialement chercher à adhérer à une association voilà. Par contre, D'accord. si on se sent isolé, mal dans sa peau et qu'on sait qu'on est au potentiel, ça donne des arguments pour aller chercher d'autres gens comme nous, pour se sentir mieux et donc il y a une surreprésentation. Ah. Voilà, donc ça OK. parce qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites, notamment dans l'association Mensa, Ouais. qui donc pour entrer à l'association Mensa, il faut un QI de 130, donc être, vraiment à haut potentiel et quand on regarde les gens de l'association Mensa, eux ont tendance à avoir un peu plus de toutes sortes de troubles, troubles de spectre autistique, troubles de OK. l'attention et cetera et ils sont plus isolés aussi. Et c'est en tendance, hein, pas Ouais. Ouais, voilà, ouais. si vous êtes de Mensa, vous inquiétez pas. C'est c'est Ouais. juste une tendance comme ça. D'accord et il y a pas de signes visibles comme par exemple, enfin en dehors de la curiosité, mais, ça peut être, le fait qu'un enfant s'ennuie en cours et du coup il fait autre chose parce que ça va pas assez vite pour lui?
Donc est-ce qu'on peut pas identifier, par exemple, ce trait de personnalité qui peut, être perçu comme une forme de déconcentration ou de trouble de l'attention qui n'en est pas, mais que du coup on associe à tort? Je sais pas si Oui, oui, alors déjà, il y a plein de signes qui peuvent être parlants et qui correspondent à tout ce qui est déjà du registre de l'intelligence. Par exemple, dans l'intelligence, il y a la mémoire. Donc quelqu'un qui a une excellente mémoire, vous lui donnez votre numéro de téléphone, il s'en souvient tout de mmh, suite. Vous lui donnez juste une fois et il le connaît. Bah, ça, c'est un signe. Des enfants qui apprennent, on dit entre guillemets, à lire tout seuls. Hem, alors c'est pas parce qu'on les a poussés, mais simplement parce qu'ils posent des questions. Ils demandent aux parents, comment on lit telle lettre et ils arrivent tout seuls à comprendre comment ça se combine. Ça aussi, c'est un signe assez fort de haut potentiel. Des gens qui ont un vocabulaire très élaboré aussi, pour leur âge. Donc, je dis des gens parce que ça peut être des enfants, des adolescents ou des adultes, hein. Un vocabulaire très élaboré, c'est aussi un signe. Quelqu'un qui est très rapide. J'ai des collègues mathématiciens qui parlent à toute vitesse, on a envie de alors il y a plein de gens chez qui on s'imagine sur YouTube, on a envie de mettre 2 fois là, avance rapide parce que c'est trop long et il y en a d'autres, c'est l'inverse, hein, on a du mal à suivre tellement ils parlent vite. Ça aussi, c'est un signe d'intelligence assez net et puis l'ennui, alors effectivement, c'est exactement ce qui se passe. L'ennui en classe, tout seul, c'est pas un signe de haut potentiel parce qu'à peu près tous les élèves s'ennuient malheureusement. Mais quand on s'ennuie parce qu'on trouve que c'est trop facile, ça peut être un signe de haut potentiel mmh, et effectivement, ça débouche des fois sur des comportements qui laissent penser à un trouble de l'attention à tort et il y a des psychologues, spécialistes de cette question-là qui mettent en garde contre les mauvaises identifications en disant que quelqu'un qui est, un élève qui est, inattentif en classe, mais pas à la maison et pas quand on l'oblige à rester assis, à faire des choses qu'il trouve faciles, mmh, c'est pas un trouble de l'attention. mmh. Ouais, donc oui, il y a quand même plein de signes, mais en général, ça relève, directement de ce qu'on mesure en intelligence, ou alors des conséquences, comme pour l'ennui, parce que c'est trop facile, mais c'est le côté trop facile qui est OK. OK, je comprends. Du coup, par rapport à l'intelligence, donc je me pose aussi pas mal de questions sur comment est-ce qu'on devient intelligent? D'où est-ce que l'intelligence vient? J'ai vu, pas mal de documents qui allaient dans des sens un peu différents. Il y en a qui partent du principe que c'est héréditaire, il y en a d'autres qui partent du principe que c'est essentiellement lié à l'environnement dans lequel, se développe l'enfant. C'est quoi en fait le juste milieu entre les 2? mais alors quantifier exactement, c'est très compliqué, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une base génétique. Ouais, Ça, voilà, ça, il y a pas de doute, et qu'il y a pas que ça, il y a pas de doute non plus, voilà. OK. Après, le problème, c'est qu'on a envie de savoir, quelle est la part génétique et la part environnementale Ouais. et alors dans les premières études, qui ont été faites sur des jumeaux, on trouvait en général entre 50 et 80 de part génétique, donc c'était vraiment très fortement génétique. Le truc, c'est qu'il y a eu plein d'autres méthodes statistiques développées pour quantifier la part génétique et la part non génétique et que selon les méthodes qu'on utilise, on trouve des choses très différentes. Donc on ne sait pas dire, exactement si c'est surtout génétique ou surtout environnemental, mais ce qui est sûr, c'est que c'est les 2 et dans l'environnement, il y a toutes sortes de choses qui jouent, mais comme on mesure notamment le vocabulaire, c'est évidemment si on a un environnement Ouais. familial favorisé avec des parents qui utilisent un vocabulaire plus complexe et bah, on a aussi un meilleur QI et ce qu'on connaît de mieux pour faire monter le QI, c'est l'école. Donc si on va pas à l'école, ça monte moins vite, Ouais. et ça, bah, on peut le comprendre très simplement, ne serait-ce que parce que dans les tâches, il y a des opérations arithmétiques. Donc bah, c'est sûr que si on n'a pas été à l'école, on ne sait pas les faire. Mmh. I Et puis, oui, sans compter le vocabulaire aussi qui se développe, grâce à l'école. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui jouent. Ouais, du coup, est-ce que ça veut dire que les enfants qui naissent dans des milieux qui sont un peu plus favorisés ont plus de chances d'avoir un QI élevé, vu que en fait, le milieu dans lequel on est influe aussi sur l'éducation qu'on reçoit tout au long de notre vie? Oui, bah, en fait, ils ont un double avantage. D'abord génétique, parce Mmh. que si les parents sont très intelligents, ils ont plus de chances eux-mêmes d'être très intelligents. Et puis en plus environnemental, parce que si les parents sont favorisés, donc là, même s'ils ne sont pas intelligents, s'ils sont favorisés, ça favorise l'intelligence. Donc il y a un décalage et il y a statistiquement moins de haut potentiel dans les milieux défavorisés. Mais alors par contre, ce qu'il y a, je pense, qui peut être un peu, tracassant peut-être, c'est que
il y en a quand même il y a quand même des hauts potentiels dans tous les milieux, hein, et que ceux qui sont pas dans des milieux favorisés, en fait, sont dans un environnement moins adapté à ce qu'ils sont. Mmh. Voilà, je donne souvent cet exemple à Paris, mais quand on est dans une famille qui habite juste en face de Louis-le-Grand et que de toute façon c'est l'école de quartier, le collège de quartier, bah, c'est pas très grave d'être à haut potentiel. Quand on est dans un milieu très défavorisé, ou même il peut y avoir parfois une culture contre l'intelligence. C'est-à-dire si on réussit à l'école, Ouais. on risque d'être harcelé, on empathie d'autant plus. Donc il y a une injustice sociale.